Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc évoquer maintenant la question de la révolution allemande, qui est extrêmement liée à la question de la révolution russe. D'ailleurs, hier, j'ai reçu une question en amont de la conférence d'une personne parmi vous qui demandait: est-il possible de revenir sur les liens entre spartakistes et bolcheviques? On a déjà évoqué un certain nombre de débats ce matin, mais aussi sur les liens entre révolution russe et révolution allemande. En effet, si la révolution allemande, qui grosso modo va de 1918 à 1923, est moins connue dans l'imaginaire collectif que la révolution bolchevique, les deux sont extrêmement liés pour un certain nombre de raisons. La première, fondamentale: la révolution bolchevique se pensait comme une révolution internationaliste à l'échelle internationale, et longtemps les bolcheviques ont compté sur une chose: que la révolution s'étende et triomphe en Allemagne. Il y a de très nombreux textes des dirigeants bolcheviques là-dessus. Pendant toute une période, avant la guerre, avant 1914, les bolcheviks, et d'ailleurs plus largement les socialistes et les sociodémocrates des différentes fractions des différents pays européens, admiraient beaucoup la social-démocratie allemande. La social-démocratie allemande, c'était une petite organisation à l'origine, dans les années 1860-70, qui avait triomphé des lois contre elle de Bismarck, et qui avait progressivement conquis une hégémonie très forte au sein du monde ouvrier allemand. Bien sûr, il y avait l'héritage de Marx et Engels, mais pas seulement. Dans une des plus grandes puissances industrielles du continent, il y avait un parti ouvrier de masse qui fournissait un modèle, un programme, d'abord le programme de Gotha de 1875, puis surtout le programme d'inspiration marxiste d'Erfurt de 1891. Et il faut bien avoir en tête cela: pour beaucoup de militants marxistes, c'était en Allemagne ou dans un des grands pays industriels, certes, mais avant tout en Allemagne, que la révolution pouvait avoir lieu, parce que c'était là que la classe ouvrière était la mieux organisée. Pour bien saisir ce lien d'origine originelle, qui va avoir une grande importance pour la suite des événements. Bon, j'aurais pu choisir de multiples citations. Je prendrai une citation de Léon Trotsky dans Ma vie, qui revient sur ces héritages très importants de la social-démocratie allemande pour les militants. Pour nos autres Russes, la social-démocratie allemande fut la mère, l'éducatrice, le vivant modèle. Nous l'idéalisions à distance. Les noms de Bebel et de Kautsky, les deux grands dirigeants politiques et théoriques de la social-démocratie allemande, étaient prononcés avec vénération. Quels que fussent théoriquement les pressentiments inquiets, dont j'ai fait mention ci-dessus, évoqué juste dessus, notamment les débats sur le révisionnisme, que j'éprouvais à l'égard de la social-démocratie allemande, j'étais encore, en cette période, indiscutablement sous son emprise. Il faut bien avoir cela en tête pour comprendre la suite des événements. Je disais, c'était une petite organisation, la social-démocratie allemande à la base, et qui avait gagné des positions électorales et politiques très importantes. En 1912, le plus gros groupe parlementaire au Reichstag, au Parlement allemand, c'est le groupe social-démocrate. Il n'est pas en mesure de gouverner même au niveau parlementaire parce que tous les autres partis sont contre lui, mais c'est une force considérable. Bien sûr, Trotsky le disait, un certain nombre de militants avaient tendance à l'idéaliser à distance. Cette force merveilleuse de l'organisation des syndicats, des coopératives, de tout ce qu'il y avait à côté, avait peut-être tendance à sous-estimer un certain nombre de choses, notamment la bureaucratisation du parti, son adaptation à un certain nombre de choses, l'intégration à la vie politique nationale. Mais il y avait déjà des signes de fracture, de grands débats avaient eu lieu sur réforme-révolution. Rosa Luxembourg, déjà évoqué ce matin, avait écrit « Réforme sociale ou révolution » contre Bernstein en 1899. Même si le révisionnisme avait été formellement condamné au congrès de Dresde de 1903, condamnation du réformisme, de fait, celui-ci avait gagné des positions de plus en plus importantes dans le parti. Malgré cela, jusqu'en 1914, pour des bolcheviks comme Lénine, la social-démocratie allemande demeure un modèle largement à adopter. Qu'est-ce qui va se passer qui explique les lignes de fracture extrêmement virulentes qui vont avoir lieu pendant la guerre et en 17-18 ? Alors tout d'abord, pour ceux qui connaissent le texte par exemple de Lénine sur l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, écrit pendant la Première Guerre mondiale, Lénine va critiquer une des théories d'un social-démocrate connu, Kautsky, sur l'ultra-impérialisme. L'ultra-impérialisme de Kautsky, c'était de considérer que finalement, l'impérialisme tel qu'il s'est développé avant la guerre, pouvait résoudre pacifiquement un certain nombre de problèmes. Si je peux dire, pas très bien vu ce qui va se passer en 1914. En 1914, ce qui va se passer aussi, c'est un événement historique de grande ampleur qui explique pour une large part les lignes de fracture qui vont suivre et que la révolution russe va approfondir. C'est le vote des sociodémocrates allemands, unanime dans un premier temps, en août 14, qui se rallient à l'effort de guerre
alors même que depuis le Congrès international de Stuttgart de 1907, les sociodémocrates de toute l'Europe avaient théoriquement le devoir de lutter pour le pacifisme et contre l'impérialisme. Ce ralliement de la social-démocratie allemande, au départ, Lénine lui-même n'y croyait pas. Quand il le lit dans le journal, il pense que c'est un journal de propagande de guerre, lorsqu'il prend connaissance de ce ralliement. Dans un premier temps, même les plus à gauche de la social-démocratie ont voté pour, au nom de la discipline du groupe de partis. Et ensuite, plus la guerre va s'approfondir, va avancer, plus les lignes de rupture et de fracture vont se faire jour. Ces lignes de fracture s'expriment pour la première fois au grand jour par un vote célèbre, celui de Karl Liebknecht en décembre 1914. Il est tout seul au Reichstag à voter contre, cette fois-ci, les crédits de guerre. Ils avaient voté en août pour des raisons de discipline de parti, tout en ayant, en son fort intérieur et lors d'une réunion d'ailleurs du groupe parlementaire préalable, ils avaient d'abord désapprouvé. Ce que l'on va appeler spartakistes, puisque c'est la question qui a été posée, quels vont être les liens ensuite entre spartakistes et bolcheviques. Les spartakistes, pour le dire rapidement, son acte de naissance, c'est donc pendant la Première Guerre mondiale, en 1916, regroupe, ce groupe spartakiste, une partie de l'aile gauche de la social-démocratie allemande, très attachée au marxisme, très attachée à l'idée révolutionnaire, mais aussi hostile à la guerre impérialiste. Plus le conflit va s'éterniser, plus un nombre de sociodémocrates allemands vont s'opposer à la guerre, y compris des gens qui au départ n'étaient pas parmi les plus à gauche. Par exemple Bernstein, qui avait été le chef de file du révisionnisme, va être dans ceux qui s'opposent à la guerre. Pas sur la même base que Alexandre Liebknecht, mais tout de même. Cette coalition hétéroclite va donner lieu en 1917, évidemment là on entre dans l'année de la Révolution russe, donc le lien entre ce qui va se passer dans la social-démocratie allemande et la Révolution russe devient de plus en plus évident. En 1917 se crée un nouveau parti, une scission de la social-démocratie allemande qui s'appelle l'USPD, c'est le Parti social-démocrate indépendant, qui regroupe toutes celles et tous ceux qui sont opposés à la guerre sur une base minimale, si je puis dire. Et c'est au sein de cette USPD que va se former une aile gauche révolutionnaire, notamment autour de Luxembourg et Liebknecht, qui vont jouer un grand rôle dans la révolution allemande. Qu'est-ce qui mène à la révolution allemande? D'abord, il faut le dire, ça a été rappelé ce matin, l'impact de la révolution russe de février puis d'octobre est considérable dans tous les partis sociodémocrates et socialistes en Europe. est considérable parce qu'évidemment, il y a la lassitude des soldats, il y a de plus en plus de grèves, de mutineries dans l'armée, ça joue un rôle très important dans l'aggravation de la situation politique, la radicalisation politique. Et dans ce cadre-là, outre la fondation d'un parti social-démocrate indépendant, et j'insiste là-dessus, c'est la première rupture, c'est la première fois, alors qu'ils s'étaient battus pendant des dizaines d'années, ces militants ouvriers, pour constituer un parti unifié, c'est la première fois qu'il y a une scission forte, donc en 17. Dans les autres pays, on assiste pareil à des ailes gauches qui prennent de plus en plus de poids. C'est le cas dans la social-démocratie autrichienne, c'est le cas dans la SFIO française. Et je ferai juste une parenthèse aussi sur ça, ça concerne moins directement mon sujet, mais ça témoigne bien de la radicalisation politique en cours. Dans le Labour Party, ce vieux parti travailliste, qui était le plus modéré, le plus réformiste, le plus prompt à passer des accords, c'est les accords entre libéraux et travail. Eh bien, en février 1918, le Labour Party adopte une nouvelle plateforme programmatique, qui n'est pas insurrectionnelle révolutionnaire, mais qui se fixe comme objectif l'élaboration d'une société socialiste, ce qui, dans le cadre du Parti britannique, est un pas en avant vers la gauche considérable. Et dans ce cadre-là, de radicalisation politique, l'Allemagne va être particulièrement touchée par beaucoup de pays sont touchés par des mouvements révolutionnaires à l'époque, mais l'Allemagne tout particulièrement à la fin de l'année 17, au début de l'année 18, et bien évidemment la débâcle militaire, que je signale au passage, mais qui est évidemment absolument fondamental pour comprendre pourquoi les Allemands vont se lancer dans une révolution. Et tout ça accélère la décomposition de l'État allemand, de la vieille dynastie des Hohenzollern et du vieil empire allemand qu'avait fondé Bismarck au XIXe siècle. Dans ce contexte de décomposition générale, les grèves se multiplient, un certain nombre de villes vont jouer un rôle d'avant-poste dans cette première phase de la révolution allemande, pour ne pas être trop long, mais pour les signaler. Les marins de Kiel, dans le nord de l'Allemagne, vont jouer un rôle très important en novembre 18. Et ce qui va se passer en novembre 1918 est d'une importance considérable pour l'histoire de l'Allemagne, pour l'histoire de la révolution russe, et plus généralement pour l'avenir du mouvement ouvrier européen. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe en novembre, c'est la proclamation, pour la première fois dans l'histoire de l'Allemagne, d'une république. La République démocratique était un des grands objectifs du mouvement socialiste allemand historiquement.
Sauf que cette république va être proclamée 2 fois par 2 sensibilités politiques différentes qui vont s'affronter. Et c'est de là qu'on peut faire débuter le début de la Révolution allemande, même si d'une certaine manière, dans ses origines idéologiques, la Révolution allemande commence auparavant. 2 républiques sont proclamées le 9 novembre. L'une est proclamée par Karl Liebknecht, dont j'ai déjà parlé, de l'aile gauche du mouvement social-démocrate, au château de Berlin des Hohenzollern, et l'autre par un social-démocrate modéré, mais vous allez voir que leur modération est toute relative dans les semaines à venir, par Philipp Scheidmann, au Reichstag, donc au Parlement allemand. Dans les premiers jours donc, de cette révolution se constitue officiellement la Ligue spartakiste avec un journal, Die Rote Fahne, donc le drapeau rouge. Et dans ce contexte-là d'ébullition partout, ce qu'il y a de très important à comprendre et qui fait le lien avec la révolution bolchevique, son influence, son inspiration, c'est qu'en Allemagne, contrairement par exemple à la France ou à d'autres pays, ce sera d'ailleurs, il y a aussi le cas autrichien, mais je ne détaille pas là, vous allez avoir un pays qui va être touché aussi par le mouvement des conseils ouvriers, des soviets en version allemande. Avec la même aspiration à une démocratie par en bas, avec une même lassitude de la guerre et avec une même envie de renverser l'État prussien qui dominait depuis plusieurs décennies. Sauf que le contexte de ces conseils ouvriers et de leur développement est très différent. Ça a été dit aussi ce matin, en Russie, une des spécificités par rapport au mouvement ouvrier occidental, notamment allemand, c'est la question des syndicats et du Parti social-démocrate. Le Parti social-démocrate allemand était très implanté, très fort, malgré la scission qu'il a essuyée en 1917, et il y avait surtout de très forts syndicats qui encadraient une bonne partie de la classe ouvrière. Donc les conseils ouvriers apparaissent comme une sorte d'alternative à ces structures syndicales que beaucoup d'ouvriers ont contestées entre-temps dans le contexte donc, du soutien de la social-démocratie à la guerre. Et donc à partir de là, la question du double pouvoir, telle qu'elle se pose dans la révolution bolchevique, se pose nécessairement un peu différemment dans le cadre allemand. Ce qui est certain, c'est que dès le départ, la social-démocratie allemande, entre guillemets majoritaire, parce qu'il y a dans le SPD, va, une fois la République proclamée, considérer qu'il faut avoir quelques acquis démocratiques dans cette République, mais ne pas aller plus loin, car pour eux, c'est beaucoup trop dangereux dans le contexte défini. Ce qui a été cité d'Otto Bauer en Autriche ce matin correspond globalement à l'état d'esprit des dirigeants de la social-démocratie allemande, comme Scheidmann, que j'ai déjà cité, ou celui qui va occuper le rôle ensuite de premier président de la République de Weimar, qui est Friedrich Ebert, donc qui joue un rôle très important et qui va, lui, mettre fin à la révolution allemande. Je reviens à mon novembre-décembre 1918. Les conseils ouvriers, donc, se répandent dans les usines, mais aussi dans les garnisons de soldats, c'est très important. Et il va y avoir un congrès national des conseils ouvriers, en décembre, en Allemagne, sur lequel va être beaucoup fondé d'espoir du côté des bolcheviks, car, encore une fois, on est dans une année très difficile en Russie soviétique, et il y a l'attente de mouvements révolutionnaires ailleurs, et notamment dans ce vieux pays décisif qu'est l'Allemagne industrialisée. Karl Liebknecht et Luxembourg misent beaucoup sur ce congrès des soviets, comme d'autres, et le 16 décembre, ce congrès des conseils se réunit. Mais la différence, par exemple, avec le congrès des soviets, le deuxième congrès des soviets de Russie, 25 novembre 1917, c'est qu'en Allemagne, la social-démocratie allemande a un poids tout autre, et la plupart des délégués, il y aurait des raisons d'expliquer, je ne rentre pas en détail, de sélection des délégués, il y a une sociologie particulière, qui fait que l'axe qui va se dégager de ces conseils ouvriers, de ce congrès national, va être un axe beaucoup plus modéré, car le congrès décide en effet qu'il ne lui appartient pas de décider pour le sort de l'Allemagne, et que la tâche doit être confiée à une assemblée constituante élue au suffrage universel des deux sexes. Et là, c'est un des acquis de cette époque-là, qu'effectivement, pour la première fois, suffrage féminin va être accordé. Sauf que cela pose de redoutables problèmes aux différentes fractions politiques en présence. Les spartakistes, qui sont, ça a été dit, même si à l'époque publiquement les choses ne sont pas connues, qui n'ont pas forcément la même histoire que les bolcheviks, qui vont être critiques sur un certain nombre de points, veulent aller plus loin et faire la révolution malgré le fait que les conseils ouvriers, à ce moment-là précis, ne leur aient pas donné raison. À la fin du mois de décembre, ça va être la constitution tortueuse, complexe, mais qui mérite d'être mentionnée, et il faut insister un peu dessus, de la constitution d'un nouveau parti qui va être le Parti communiste allemand, donc tout à fait à la fin décembre et début janvier. Je fais juste une parenthèse qui a son importance, parce que je veux vraiment l'expliquer maintenant, parce que ça permet, je crois, vraiment de comprendre la suite, et je reviendrai ensuite au premier pas du Parti communiste allemand et de l'écrasement de la Révolution.
c'est la question du rôle politique de la social-démocratie allemande à ce moment-là et des choix qu'elle va opérer. C'est d'une certaine manière, à la sortie de la guerre, que la social-démocratie allemande décide de mettre en place une stratégie qui existe jusqu'à nos jours, dite de la grande coalition, c'est-à-dire d'essayer de s'allier à toute une fraction de la bourgeoisie, d'autres partis politiques, pour défendre, soi-disant, le minimum existant. C'est très important de comprendre cela, car il va y avoir un accord entre l'État allemand issu des Hohenzollern, issu de la vieille dynastie, et la social-démocratie. Pour bien que vous compreniez l'importance que va accorder l'état-major allemand et la bourgeoisie allemande à cela, je citerai quelqu'un qui va jouer un grand rôle ensuite de la République de Weimar, soi-disant ensuite un grand apôtre du rapprochement franco-allemand, Stresemann, qui est un homme politique essentiel, dirigeant du Parti national du peuple allemand, donc une des fractions de la bourgeoisie allemande. Il dit la chose suivante à l'époque, c'est extrêmement clair, et là il vaut mieux citer directement le texte. Un gouvernement sans ministre sociodémocrate me paraît tout à fait impossible dans les 2 ou 3 prochaines années, sinon nous aurons grève générale sur grève générale. Forme de lucidité politique, car effectivement, pendant les années qui vont suivre, l'Allemagne va être encore largement touchée par des mouvements révolutionnaires. Je reviens à mon mois de décembre 1918. Donc le 30 décembre, la Ligue spartakiste, avec quelques autres groupes, prend le nom de Parti communiste allemand, donc officiellement proclamé, le 1er janvier 1919. Témoin de l'importance qu'a accordé les bolcheviks à ce processus, Karl Radek participe au Congrès en tant que représentant donc des bolcheviks, ce qui n'est pas encore l'internationale communiste, puisqu'elle s'est fondée quelques semaines plus tard. Il ne faut pas idéaliser, d'ailleurs en regardant les textes de l'époque ce serait difficile de le faire, la cohésion du Parti communiste allemand et des débats qui le traversent. Il y a par exemple un débat, qui d'ailleurs rappelle d'autres débats qu'avaient les bolcheviks sur la participation à des élections. Faut-il participer ou pas à l'Assemblée constituante, aux élections qui vont présider donc à l'Assemblée constituante en janvier 1919. Là-dessus, il y a, si je puis dire, une aile gauche autour de Karl Liebknecht qui est extrêmement enthousiaste et qui pense que la situation est mûre pour la Révolution, et d'autres comme Rosa Luxembourg qui sont nettement plus réservés sur ce point. Dans ce cadre-là, le KPD proclame son intention de faire de l'Allemagne, je cite, une république des conseils et annonce qu'il boycottera le processus électoral pour l'Assemblée constituante. Dans ce cadre-là, il y a une radicalisation politique dont on peut dire que par certains elle a peut-être été surestimée. Le 4 janvier, il y a un ministre-président, Hirsch, qui était un social-démocrate, qui congédie le préfet de police, un certain Eichhorn, donc le 4 janvier. Eichhorn était préfet de police, alors ça n'arrive pas toujours dans l'histoire, je précise, le préfet de police était proche de l'USPD, donc de l'aile gauche, de ce grand parti qui avait réuni donc à la base les Spartakistes. Donc les Spartakistes viennent de sortir, mais c'est quand même un parti qui est plus à gauche que la social-démocratie. Et cet acte-là va apparaître comme une provocation pour beaucoup de révolutionnaires. Le lendemain, le 5 janvier, à Berlin, une foule immense et combative se réunit et proteste contre ce limogeage. Mais attention, quand je parle de protestation, là où on voit bien qu'on est dans un processus révolutionnaire, et ça va être le cas pendant plusieurs années, on n'a pas le temps de revenir sur toutes les années, mais jusqu'en 23, c'est qu'on n'est pas uniquement dans une Allemagne qui connaît des grèves, des contestations, bien sûr il y a tout ça, mais on est dans le cas d'un effondrement de l'État, où il y a par exemple des milices ouvrières armées pendant les processus révolutionnaires. Là par exemple le 5 janvier, plusieurs rédactions de journaux sociodémocrates et conservateurs sont occupées par des révolutionnaires, par exemple le Fort Wertz, en avant le vieil organe social-démocrate, son organe, eh bien, son siège est occupé par des militants, et c'est à ce moment-là que la situation est quasiment insurrectionnelle et va, si je puis dire, dégénérer au désavantage des plus révolutionnaires comme Liebknecht et Rosa Luxembourg. Une fois la préfecture de police informée du soulèvement d'un certain nombre de régiments berlinois, eh bien, à ce moment-là, Karl Liebknecht et d'autres vont estimer que la situation est mûre et il va appeler à l'insurrection à partir donc, de quelques places fortes, comme donc l'occupation de journaux, et on va inciter les ouvriers berlinois à faire grève pour radicaliser la situation et prendre le pouvoir. À ce moment-là précis, Rosa Luxembourg estime que la situation est dangereuse, mais face au mot d'ordre d'insurrection qui est appelé par le KPD, eh bien Rosa Luxembourg, par solidarité, va se joindre à ce mot d'ordre en espérant que la situation se termine mieux qu'elle ne l'a commencé. Là, les sociodémocrates allemands vont faire un choix historique, si je puis dire,
qui va peser de tout son poids pour la suite des événements. Et la suite des événements, ce n'est pas que jusqu'en 1923, mais au moins sur toute la période qui va jusqu'à l'avènement du nazisme en 1933. Le ministre Gustav Noske, social-démocrate, qui est entré au gouvernement fin décembre, va être chargé d'organiser la répression de cette insurrection en préparation. Et pour ce faire, il va s'appuyer sur les corps francs, les Freikorps revenus de l'armée, qui sont pour beaucoup des militaires de droite, paramilitaires d'extrême droite, qui vont être extrêmement hostiles aux révolutionnaires, considérant que c'est à cause d'eux et de leur trahison si l'Allemagne est dans cette situation. Et les sociodémocrates vont s'appuyer sur ces forces-là pour réprimer le mouvement insurrectionnel. En réalité, vu la relative faiblesse de l'insurrection à l'époque, il n'aurait pas été forcément nécessaire pour les sociodémocrates de faire rentrer les corps francs dans la capitale pour réprimer aussi violemment. Mais Noske tient à faire un exemple pour prévenir d'autres insurrections, et donc le 12 janvier fait rentrer les corps francs dans la capitale, à Berlin, et pendant plusieurs jours, les révolutionnaires autour des spartakistes vont être réprimés violemment. Le 15 janvier, l'épisode est connu, les deux plus célèbres représentants des spartakistes, Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, sont capturés et assassinés des militaires. Nous entrons dans une période, on a évoqué la guerre civile en Russie, je crois qu'il n'y a pas de problème à qualifier la situation en Allemagne à ce moment-là pendant plusieurs semaines, voire plusieurs années, de guerre civile également, puisque les sociodémocrates, avec l'armée, assument de réprimer avec violence tout ce qui leur apparaît plus à gauche qu'eux, par crainte du bolchevisme. Alors cette crainte du bolchevisme, elle est à comprendre par plusieurs aspects. Bien évidemment, les sociodémocrates, entre guillemets modérés, vous voyez que la modération est encore une fois relative, les sociodémocrates pensent qu'il ne faut laisser aucun espace aux bolcheviks, surtout pas en Allemagne, et ils pensent également, il faut bien le dire, quand vous lisez les archives, les documents de l'époque, c'est extrêmement présent, ils s'appuient sur une russophobie extrêmement développée dans l'Allemagne avant 14, et qui là prend une ampleur toute particulière, qui évidemment a été beaucoup travaillée par la guerre, mais l'idée selon laquelle il puisse y avoir un modèle révolutionnaire venant de Russie est quelque chose qui leur apparaît d'autant moins légitime qu'il vient d'un pays jugé, entre guillemets, barbare. Donc cet épisode est le plus célèbre, je puis dire, de la révolution allemande, mais je voudrais quand même dire quelques mots sur les épisodes qui vont suivre, car si on considère une exception large de la révolution allemande, elle va au moins jusqu'en 1923. Juste pour signaler que le 19 janvier 1919, donc il y a ces élections, les fameuses élections à la Constituante, et qu'à la suite de cette élection, le premier président du Reich, qui maintenant est une république, alors il y a une ambiguïté sur le terme allemand, je passe, Friedrich Ebert est élu. Friedrich Ebert est quelqu'un qui va donc incarner cette nouvelle république qui a réprimé dans le sang les spartakistes. Il faut voir qu'Ebert est une figure très importante, puisque c'est le premier président, encore une fois, de la République de Weimar, et donc qui est encore le nom qui sert de patronyme, si je puis dire, à la social-démocratie jusqu'à aujourd'hui, puisque la principale fondation du Parti social-démocrate allemand aujourd'hui, enfin sa grande fondation, s'appelle la Friedrich Ebert Stiftung, et c'est donc sous ce patronage-là que la social-démocratie va assumer, entre guillemets, ses choix historiques qui vont suivre. Conséquence en lien avec la révolution russe tout de même. L'échec, ce premier échec de la révolution allemande, traumatise particulièrement les bolcheviks qui escomptaient beaucoup. Ce n'est pas la seule chose qui les pousse à cela, mais c'est un des principaux faits historiques qui les amène, quelques semaines plus tard, à fonder le Comintern, l'Internationale communiste, en mars 1919. La suite des événements qui mériteraient de bien plus ample développement, mais j'ai voulu me focaliser sur cet épisode inaugural, initial, qui joue un grand rôle pour la suite, ça va être une série de tentatives de poursuivre la révolution allemande, de continuer. Il y aura notamment un épisode en 23 où les bolcheviks et une partie des communistes allemands vont vraiment croire que leur pouvoir est à portée de main. Je signalerai simplement donc, plusieurs tentatives de grève qui témoignent de la combativité, de la forte de l'ambiance insurrectionnelle qui traverse l'Allemagne de ces années-là. En mars 1920, une tentative de putsch d'extrême droite sous la houlette de Kapp, K-A-P, qui est un représentant, si vous voulez, de la propriétaires fonciers qui ont beaucoup perdu en 1918-1919, tente de renverser la jeune République, puisqu'évidemment les spartakistes n'aiment pas ce qui leur est arrivé la jeune République, mais pour toute une partie de la droite et de l'extrême droite, c'est quand même trop. À ce moment-là, les masses ouvrières, avec leurs différentes organisations, vont organiser leur propre résistance, et il va y avoir une unité qui va permettre, à l'aide de milices ouvrières armées, d'empêcher la réussite de ce putsch Kapp. Ça, c'est un événement important, puisque ça va poser le problème,
c'est pas non plus la seule question, mais encore une fois, c'est très connecté au débat qu'il va y avoir dans l'internationale communiste, la question de l'unité ouvrière et la question du front unique entre différentes organisations sur des objectifs précis. C'est à ce moment-là aussi, je résume à grands traits, qu'il va y avoir un débat sur le gauchisme. Vous savez, pour un certain nombre d'entre vous, que Lénine a écrit une brochure très célèbre, La maladie infantile du communisme, le gauchisme. Elle est tournée notamment contre une partie des militants allemands qui vont ensuite fonder ce qu'on a appelé le KAPD, l'aile gauche du Parti communiste allemand. Et Lénine, à ce moment-là, polémique contre ceux qui vont vouloir renoncer à toutes les organisations politiques, syndicales, et se fonder uniquement sur l'espérance des conseils ouvriers à venir. Autre exemple de débat qui va être très important ensuite, la question du gouvernement ouvrier qui découle de la question de stratégie de front unique, c'est-à-dire l'alliance sur des bases claires et un programme précis des organisations ouvrières. Cette question va se poser dans plusieurs gouvernements régionaux en Allemagne, en 22-23, et cette question est aussi liée, ce sera le dernier élément que j'évoquerai, au lendemain de l'après-guerre et de ses conséquences. Je m'explique. Vous savez qu'il y a eu ce traité de Versailles qui a été particulièrement terrible pour l'Allemagne, à partir duquel, évidemment, les organisations d'extrême droite vont faire une campagne extrêmement violente pour jouer sur le sentiment revanchard allemand. Mais il va y avoir aussi une mesure très concrète qui va être prise par le gouvernement Poincaré, qui est l'occupation de la Ruhr par les troupes françaises. Et cette occupation de la Ruhr, donc une partie ouest de la Marne par les troupes françaises, va déclencher en riposte une campagne du Parti communiste allemand qui appelle à la solidarité entre les ouvriers français et les ouvriers allemands face aux bourgeoisies des deux pays. Donc encore une fois, si on considère qu'on traite de la révolution allemande sur le long terme, eh bien ces épisodes de 1920, 21, 22, 23 constituent à part entière des éléments importants de ce processus. Surtout que l'année 1923, je terminerai là-dessus, qui est la dernière tentative de prise de pouvoir par les communistes, est une année donc particulièrement grave au niveau économique, avec une inflation désastreuse. C'est une des pires années économiques de l'Allemagne, avant évidemment celle de 1929-1930. Dans ce contexte-là, les conseils ouvriers réapparaissent, des grèves spontanées ont lieu un peu partout à l'été 23 dans tout le pays, et à partir de là, beaucoup de dirigeants bolcheviques et communistes allemands, alors, forte divergence entre eux, vont penser un temps qu'il est possible de prendre le pouvoir. Pour une série de raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer, cette insurrection va échouer, notamment à cause de la non-volonté de la plupart des sociodémocrates et du SPD de se joindre à ce mouvement. Si on va échouer, l'insurrection va être particulièrement férocement réprimée, parce qu'en plus il va y avoir des ordres, des contre-ordres d'insurrection illustrant les problèmes du parti allemand qui, comment dirais-je, connaît beaucoup de faiblesses. Et ces ordres contre ordres vont contribuer à l'échec de l'insurrection. Vous allez même avoir des villes qui vont s'insurger en Allemagne avec des communistes à leur tête et d'autres qui vont recevoir l'ordre à temps et qui ne vont pas le faire. Donc dans cette ambiance de débâcle, les troupes de ce qu'on appelle la Reichswehr, donc de l'armée allemande, vont réprimer ce mouvement et mettre fin aussi aux expériences de coalition entre sociodémocrates et communistes qui avaient eu lieu dans certaines régions allemandes. Et là, on peut considérer que 1923 marque la fin du processus révolutionnaire allemand. Vraiment, pour conclure, je disais, bon, il y a une question de chronologie, il faut bien s'accorder sur un moment où ces problèmes commencent et où ces problèmes se terminent. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les problèmes ne sont pas terminés pour le mouvement ouvrier allemand en 1923, dans la mesure où on peut considérer que ce qui va suivre est la division mortifère entre SPD et KPD face à la montée des nazis, résulte en partie de ces événements. Bien sûr, il y aurait la stalinisation de l'internationale communiste qui a évoqué la stratégie suicidaire du classe contre classe, mais il est vraiment important de souligner qu'on ne peut pas comprendre, ça a été dit par Jean-Jacques Marie sur un autre point ce matin, l'avènement du nazisme sans avoir en tête ces épisodes majeurs du mouvement ouvrier. Et pour vous dire, cela, j'insiste, je fais juste un aparté, je m'arrête vraiment après, la révolution russe, on peut être un certain nombre à constater qu'elle n'est pas bien connue dans ses différentes étapes, dans la société, elle est moins bien enseignée qu'avant, etc. Mais la révolution allemande, c'est un épisode que plus personne n'évoque, ou presque. Vous regardez les manuels scolaires. Alors, je ne vais pas dire du bien des programmes scolaires, parce que j'en pense par certains aspects grand mal. En 2008 a été intégrée une dimension socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne depuis 1875. Pour ceux qui connaissent, c'est enseigné au lycée. Qui n'a pas été intégré pour parler de la révolution allemande, mais surtout pour dire que quand même, il y a un modèle social allemand qui est très bien, de dialogue entre les syndicats, le patronat, etc.
Néanmoins, cet élément-là permet un minimum de parler de ces événements révolutionnaires. Cela étant dit, juste pour... voilà, je n'ai pas eu le temps de développer là-dessus. Comme ça a été posé comme question, peut-être pour anticiper sur ce qui va être demandé après, bien sûr, pour les bolcheviks, la destinée de la révolution allemande était absolument fondamentale. Mais sur un certain nombre de points, il faut bien voir que la plupart des dirigeants spartakistes étaient profondément en désaccord avec la stratégie de Lénine sur un certain nombre de points. Ça a été dit sur la question nationale, sur la question agricole, sur la question de la paix, la question de l'Assemblée constituante. Et juste pour vraiment terminer sur Rosa Luxembourg, il faut dire une chose, bien sûr, elle a eu des profondes divergences avec Lénine, dans le texte qui a été évoqué ce matin sur la Révolution russe. Je signalerai quand même deux choses sur ce texte. D'une part, elle a écrit en prison, je l'ai rappelé aussi, et ce texte a été publié après sa mort. Je ne veux pas dire qu'elle ne l'aurait pas publié si elle avait été vivante, enfin par définition c'est difficile à déterminer. On ne sait pas ce qu'elle aurait publié au moment T, au début des années 20, compte tenu de la situation en Russie soviétique. Ça a son importance, quand même, cet aspect électoral. Et puis l'autre aspect, tout de même, il faut bien dire, en dépit des grandes divergences qu'avait Rosa Luxembourg avec Lénine, dans toute une partie de ce texte, souvent on cite les parties critiques, juste titre, elles existent, il faut tout pour critiquer. Mais le mouvement global qu'impulse Rosa Luxembourg dans ce texte, c'est un mouvement de solidarité avec les bolcheviks. Elle dit cette phrase, ils ont osé, ce osons que Saint-Just avait déjà prononcé dans toutes autres circonstances à la barre de la Convention nationale, eh bien Rosa Luxembourg le redit par rapport à ce mouvement qu'ont impulsé les bolcheviks. Donc de ce point de vue-là, véritablement, les deux processus révolutionnaires sont intimement liés et on ne peut pas non plus comprendre ce qui se passera avec la stalinisation en URSS. Pour finir sur une note pas très positive, si je puis dire, en 1930 ou 1931, je n'ai plus la date exacte en tête, le luxembourgisme sera condamné officiellement en Union soviétique par Staline, considéré comme une déviance gauchiste, parce qu'évidemment, un certain nombre des points que Rosa Luxembourg avait posés pendant les processus révolutionnaires dont je vous ai parlé étaient des points absolument fondamentaux et essentiels pour comprendre ce qui allait se passer ensuite pour l'histoire de l'Allemagne. Merci pour votre attention.